De RTCI, c'est la troisième heure de la matinale du 3 août 2025 et vous êtes en compagnie de Mondorzi au micro du studio 1, Tarek Drissi à la technique, et c'est en 3 août 1903 qu'est né à Monastir un grand homme d'État, petit par la taille. Il a libéré la femme, rendu l'école obligatoire et gratuite et instauré la santé pour tous. Ces choix ont constitué des investissements prodigieux. Il s'agit de feu Habib Bourguiba, mais quelle image garder du premier président de la République tunisienne, celle de celui qui lutta ardemment pour l'indépendance de la Tunisie, celle du libérateur de la femme, ou bien celle de l'autocrate vieillissant manipulé par son entourage. Ces trois images contradictoires accompagnent l'itinéraire de l'un des hommes marquants du XXe siècle, et ce n'est pas Faisal Shrif, spécialiste d'histoire contemporaine, qui nous dira le contraire. Bonjour Faisal. Bonjour, c'est Mondol, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de RTCI. Et comme vous l'avez bien dit et souligné, aujourd'hui, on commémore la naissance d'un des grands hommes, un des bâtisseurs de la Tunisie moderne, Habib Bourguiba, né dans un quartier modeste en fait de Monastir, le quartier des Tripolitains, Trabelsia. Oui. Parce qu'il est d'origine, est-ce que sa famille est d'origine libyenne, c'est ça? Libyenne, on dit que en fait, peut-être son grand-père il est venu de la ville de Mosraf, de Misrata, et se sont installés à Monastir. Et sa maman, en fait, beaucoup ne connaissent pas, en fait, plutôt sa maman, c'est la famille Facha. D'où les Facha qui était quand même son cousin. C'était son cousin. Voilà, qui était ministre de la Défense à un moment donné. Parce que c'est un poste quand même très sensible. Voilà, donc c'est Facha. Son père était quand même bourgmestre à la garde médicale, d'où peut-être il a beaucoup souffert. C'est-à-dire bourgmestre, il emmenait plutôt les correspondances médicales, et c'était un travail éprouvant et fatigant, en plus très mal rémunéré. Donc, oui, il en avait même parlé nous avons vu certains extraits de ses discours, il en avait même parlé dans ses discours. Hein. Oui, exactement. Donc, d'où après on comprendra que on a discuté il y a de ça peut-être 10 jours. C'était le choix de la République. Et il en parle de cette amère expérience en fait qu'il a eu, les mauvais souvenirs en fait des beys de Tunisie en fait de toute la. Oui, et c'est vrai qu'il a voulu s'en débarrasser assez rapidement d'ailleurs. Exactement. Donc Bourguiba, quand même, il a fait des études quand même dans un des plus prestigieux collèges de Tunisie, le collège Sadiki. Oui. Fondé par Khaireddin Tonsi, donc d'ailleurs, dont on fête la 150e année depuis sa création, puisque Sadiki a été créé en 1875, si je ne me trompe pas. Exactement. Et malheureusement, on n'a pas vu quand même. C'est vrai. Le noyau quand même qu'une commémoration, quand même des festivités autour de ce quand même l'un des plus grands monuments de l'enseignement en Tunisie. Ça m'attriste également, c'est facile, d'autant plus que je suis syndiquien. Exactement. Oui. Donc on n'a vu ni du lycée ni du ministère de dommage. Oui. On lance un appel, c'est facile. Tiens, conjointement, on lance un appel pour ceux qui nous écoutent, des pouvoirs publics, bien évidemment, pour commémorer cette date anniversaire qui est quand même fondamentale et très très importante et constitue vraiment une étape, comment dirais-je, infranchissable, disons, une étape qu'on ne doit pas oublier et qui a été à l'origine de la formation, de l'éducation de centaines, pour ne pas dire de milliers de Tunisiens.
Alors, moi, je peux vous renvoyer à nos chers auditeurs des dizaines d'écritures, même des livres. Noureddin Saïd, il a travaillé que sur les élites. Même mon confrère Pierre Bermerin, c'était la pépinière de l'élite tunisienne. Moderne, hein. Oui. C'était une élite bilingue, c'était une élite très ouverte, en fait, ils étaient très rien que la traduction, ce Paul Sobag me disait qu'il y avait 7 matières dans la traduction. On avait le bac, on était automatiquement traducteur. Regardez un peu le niveau de ce collège. Oui, c'était, on parlait d'excellence. L'excellence. Bon, c'est un appel. Il y a les anciens du collège Sadiki. Moi, je suis Alaoui, donc. Vous êtes du côté de Alaoui, oui. Oui. Et moi, j'ai habité du côté d'Alaoui, à quelques mètres. C'était à la rue Tahar Haddad. Exactement. Donc voilà, c'était la fabrique quand même des intellectuels, c'était la pépinière en fait, le collège Sadiki, et à Bourguiba, pour revenir un petit peu à nos... Oui, Anne. À notre troupeau, oui. Peut-être, oui. Donc il a fait ses études et il a brillé. Par l'aide quand même de ses frères, il y avait un de ses frères, Mahmoud, qui était instituteur, Mahmoud Bourguiba, il y avait Mohamed, il y avait Mohamed. Donc vous avez avant, entre Mohamed et Mohamed, il y a une différence. Donc voilà, il avait trois frères, dont un, il était très très sévère avec lui, et c'était pour quand même son intérêt. Hein, enfin, donc il a eu son bac au collège Sadiki, puis il s'est déplacé en France vers juste l'immédiat après-guerre, en 1921, je pense, où il a fait ses études à l'université de Paris 2 à Assas. En fait, c'est là où on fait des études de droit. Et c'était, on faisait les études de droit pour que les gens sachent, et des sciences politiques en même temps. Oui. On avait une licence en droit, de droit et de sciences politiques. Pour vous dire la formation qu'il a reçue, hein, qu'il a ouverte. Donc, en même temps qu'il a, pendant ses études, parce qu'il va pas trop tarder, je pense, Habib Bourguiba, en 1927, il va revenir et ouvrir son cabinet, en fait, d'avocat. C'est pour ça que la plupart, en fait, des Tunisiens à l'époque, s'adonnaient plutôt à des métiers, à des professions libérales. Médecins. Oui, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir accès facilement à la fonction publique. À la fonction publique, c'était quand même une chasse gardée des colonisateurs qui venaient ici, et c'était un privilège énorme. En plus, il obtenait le tiers colonial à 33% de plus, en fait, de leur salaire. Il y avait une discrimination en termes de rémunération également. Exactement. Et donc, Habib Bourguiba n'a pu... Pardon. Oui. Réellement en fait s'installer qu'en 1927 avec quand même, il s'est marié avec une veuve de guerre, Mathilde Lorraine. Donc il a eu un fils, Habib Bourguiba Junior. Voilà. Et donc en même temps, il a commencé un petit peu à exercer son métier et puis à rédiger, à écrire quelques articles de presse. Et c'était le seul moyen à l'époque, puisque la loi de 1905 permettait encore aux associations, et quand même le journalisme était le seul moyen d'expression directe. La radio était à ses débuts, et la radio ne sera fondée en Tunisie que le 1er juin 1938. Oui. Radio Tunis qui est à la rue d'Athènes. Aujourd'hui aussi, j'ai lancé un appel aussi pour que ce local soit réhabilité à la rue d'Athènes et qu'on en fait même un musée en fait pourquoi de la pas, radio. bien sûr. Exactement, mais bon, en vain parce que malheureusement notre mémoire se perd et nous on essaie quand même de garder cette mémoire, cette flamme de la mémoire nationale. Donc Habib Bourguiba, il a commencé quand même à militer politiquement, et par la fondation, la création par exemple de journal L'Action, l'Amal à l'époque, avec quelques confrères, et en 1934 émerge le parti, le New Destour, le 2 mars 1934 à Ksabahlias, à Dar Ayed. Il a commencé, d'où la famille en fait, la famille Ayed lui a offert la maison
pour faire le premier congrès en fait lieu de Stour, marquant une scission avec le vieux l'archéo de Stour, parce que la nouvelle élite, c'était une élite moderne, elle était très ouverte en fait, extravertie, imbibée d'idées à l'époque. N'oublions pas la révolution bolchevique, des idées de gauche, en fait, des idées de le socialisme, même le libéralisme aussi. Donc il y avait vraiment un mélange et puis une convulsion extraordinaire entre les deux guerres à l'époque. En même temps, le fascisme qui a émergé en 1922, puis le nazisme en 1933, il y avait quand même un débat idéologique énorme. C'était l'époque des idéologies. Hein. Oui. Donc aujourd'hui, ça se dissipe, on comprend rien quand on parle d'idéologie, mais c'était l'époque quand même des grandes idées politiques qui se débattaient. Il y avait quand même deux mondes, le monde libéral et puis le monde socialiste qui ont commencé à émerger avec l'URSS. Et donc cette convulsion d'idées et ce débat politique mené à cette élite intellectuelle de Bourguiba avec ses confrères, Vladimir Salah Ben Youssouf, en fait, pas mal de militants a adhéré à l'idée de mener vraiment un combat politique contre la colonisation. Exilé à Borges-le-Boeuf de 34 à 36 sous Lucien Saint, je pense, à l'époque. Et puis après, libéré, il a remené une lutte encore avec ses confrères et tout. Arrivons aux événements du 9 avril 1938. Donc, exilé, déporté d'abord ici à Toborsouk, puis au Fort Saint-Nicolas en 1940, alors que la France s'est engagée dans une guerre contre l'Allemagne et qu'il a perdu dès les premiers mois, en fait, et elle a capitulé en 1940, le 24 juin. Donc, 3 ans, Bourguiba, l'exil forcé au Fort Saint-Nicolas, et libéré en 1943 par les autorités allemandes de Marseille. Il a été emmené à Rome, et de Rome, il est revenu ici au Cap-Bon, à Mazelsmim, et pendant la guerre, hein, les Allemands voulaient, surtout les Italiens, s'en servir comme carte pour mobiliser les Tunisiens aux côtés de forces de l'Axe, chose qu'il n'a pas faite. Et toutes ces Au contraire, il a demandé de ne pas s'aligner sur les forces de l'Axe. Hein. Et ça, c'est le côté visionnaire, encore une fois, de Bourguiba. Exactement, il y en a beaucoup qui ont douté, et moi, pendant mes travaux de recherche en doctorat, j'étais en Italie, j'ai beaucoup travaillé sur les archives italiennes, j'ai même en fait fouillé, et c'est ça le travail d'historien, parce que beaucoup croient que c'est juste de l'écriture, ce sont les documents en fait, les témoignages, et donc le chef de cabinet qui rédigeait tous les soirs en fait les rencontres avec Bourguiba, et il disait, voilà, je parlais avec Bourguiba de ça et ça, c'est-à-dire tous les entretiens oraux ont été transcrits par le chef de cabinet qui s'appelait Millini à l'époque. Et donc j'ai mené ces enquêtes juste pour trouver ce qu'il y a une connivence ou une collusion en fait entre Bourguiba et les Italiens. Il était très intelligent. Il a dit, moi je n'ai aucune position officielle en fait, puisque je ne représente rien. S'il y a quelqu'un qui doit donner en fait ou présenter une position, c'est bien le bey de Tunis, celui qui a l'autorité. Ils sont bien tirés. Exactement, comment il était évasif. Et ces documents sont publiés dans ma thèse de doctorat, et publiés en libre depuis maintenant plus de 12 ans, la Tunisie dans la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc fini l'épisode de la guerre. Donc Bourguiba, est par crainte de répression, parce qu'à l'époque, on accusait pêle-mêle en fait les Tunisiens de collusion avec les forces de l'Axe. Donc il a choisi l'exil vers l'Orient arabe, au moment où on a le 22 mars quand même la création de la Ligue arabe. Bon, malheureusement, comme vous savez, hein, c'est presque un cadavre aujourd'hui, mais à l'époque c'était quand même malheureusement, hein, avec tout ce qui se passe au monde, pas de voix, pas un son. C'est malheureux quand même. Oui, mais apparemment, bon, pour cette histoire de voyage, il paraît que c'était un peu un côté diversion de la part de ses collègues, et entre autres Salah Ben Youssouf. Exactement, donc c'était quand même une expérience au Moyen-Orient de connaître un petit peu. Bon, il y avait quand même une euphorie de croire que peut-être à l'époque, bon,
c'était le roi Farouk. Hein, oui, c'était encore le roi Farouk en Égypte. Viendra plus tard, en 52, d'où Nasser, oui. Et là, vous allez comprendre, hein, parce que Bourguiba, quand il était au Moyen-Orient, il ne voyait que les complots et les coups d'État militaires. Hein, donc, et même, il a vécu un peu, d'où l'idée après de moderniser la Tunisie et d'aller plus vers le modèle occidental. Beaucoup croient que c'est un renégat, hein, il ne voulait pas, en fait, il militait contre l'islam, contre les Arabes. Non, son expérience au Moyen-Orient lui a beaucoup appris que, en fait, la modernité, malheureusement, elle ne peut pas être acquise avec le modèle oriental à l'époque. En fait, en plus, les modèles que s'offraient, et on verra par la suite, hein, le coup d'état des militaires en Irak, en Égypte, d'où, après l'indépendance, Bourguiba, et c'était un choix énorme, hein, que d'envoyer les militaires chez l'ex-colonisateur, hein, à prendre, c'est-à-dire la pépinière ou l'élite en fait militaire, d'aller à Saint-Cyr, Côte-Codan, avec 4 promotions, d'où son idée de créer une armée républicaine. Vous voyez, les choix quand même sont déterminés par une expérience et non pas par fantaisie ou des décisions personnelles. Donc, d'après cette expérience au Moyen-Orient, elle est rentrée beaucoup plus... après le déclenchement de la révolution tunisienne le 18 janvier 52, jusqu'à 54, il était quand même à la tête du parti du Nid d'Ostour. Donc il était exilé à l'île de Galite, Jalta, Barca, pendant cette période. Et en 54, avec le dépôt en fait d'armes des révolutionnaires dits Fadaga, donc le processus politique était engagé avec la déclaration le 31 juillet de Carthage de Pierre Mendès France et sur l'autonomie interne, 55 signatures de l'autonomie et 56 indépendance de la Tunisie. Donc les élections de la Constituante le 25 mars, puis premier gouvernement, et là, Bourguiba est officiellement investi au pouvoir de la Tunisie comme chef du gouvernement, ministre des Affaires étrangères et ministre de la Défense nationale. Alors ces deux ministères n'existaient pas, hein, au mois d'avril. Elles ont été créées ad hoc. Exactement. Comme je disais dans mon dernier livre, en fait, sur l'armée, il a créé un état d'ex nihilo, carrément, parce que la France n'a pas laissé vraiment d'ex nihilo, voilà, c'est le terme. Voilà. Ouais. Et donc, voilà. Et alors, on arrive à la partie où on est indépendant, et alors commencent un peu les réalisations, et surtout avec un pays délabré, avec plein d'analphabètes, beaucoup de misère, etc. Exactement, le choix était clair en fait pour lui, instruit, issu d'une famille modeste en fait, d'une fratrie quand même. L'un de ses frères, je pense, Mohamed, il est décédé en 53, parce qu'on fait pas très attention quand même. Moi, j'ai fait beaucoup d'attention aux détails, et même j'ai offert quand même au Palais France l'arbre généalogique que j'ai trouvé quand même de la famille Habib Bourguiba, de famille Bourguiba, au Palais. C'est pas un palais, hein, c'est à Srans Monastir, là au musée en fait. Et le là, musée de Bourguiba. De Bourguiba, on veut constituer quand même des fonds d'archives en fait, soit documents, photos, toute trace matérielle en fait. Quand même, c'est l'un des fondateurs de la Tunisie contemporaine. Hein, donc, bien évidemment. Je pense que c'est un devoir de mémoire. Vous voyez, par exemple en France, le Panthéon, qui est une copie ou je dirais une continuité du Panthéon romain de Rome. Oui. Là où on enterre quand même les grands hommes et la patrie reconnaissante en fait de ces hommes-là. Donc soyons reconnaissants quand même. Et oui, puisqu'il y avait déjà des tourbas al bey par exemple, là où il avait des endroits où on enterrait les beys. Exactement. Et ça a été réhabilité, là, un clin d'œil à l'Institut national du patrimoine, qui a fait quand même un travail extraordinaire de réhabiliter quand même la mémoire des rois de Tunisie, hein, les beys de Tunis à Tourbet el Bey. Donc, France aussi, je pense qu'elle est rentrée dans une phase de réhabilitation, parce qu'il était
j'allais donner des conférences et franchement, il faut que la société civile se mobilise aussi parce que l'entourage du palais, il est en état de délabrement avec le petit port à côté de France. Quand même, le réhabiliter, pourquoi pas créer des activités et tout autour, oui. Cet endroit tout autour. Il y a des bungalows extraordinaires. On peut créer quand même des activités culturelles, pas mal de choses qui vont réanimer un petit peu ce musée, qui doit être quand même inscrit dans la ville de Monastir comme un des monuments vraiment à visiter. Voilà donc, Bourguiba, comme Simon vous l'avez bien souligné, quel legs aujourd'hui en fait de cet homme. Voilà, on va terminer par ça, c'est facile, oui. Oui, quelle trace. Bon, si j'ai 2 mots à dire, que le choix était déterminant, parce qu'on dit oui, Bourguiba, après tout l'enseignement, il était obligé. Non, pas du tout. À l'époque, il y avait des choix stratégiques à prendre ou donner chose que d'autres pays l'ont fait. Je cite pas de nom, oui. Mais d'autres pays ont investi 40 à 45% de leur budget dans l'armée. Et pensaient que l'armée, en fait, allait construire le pays. C'est vrai qu'elle a un rôle crucial, mais comme vous l'avez bien souligné, là je reprends vos mots tout à l'heure, c'était quand même 87% d'analphabètes. Oui. Un état sanitaire déplorable en Tunisie. Beaucoup de maladies, exactement, on n'avait pas accès aux soins. Donc, est-ce qu'on va investir, en fait, dans un capital humain? C'est ça, Bourguiba disait, en fait, oui. Penser à l'homme avec H majuscule, bien sûr, ça englobe l'homme et la femme, et c'est-à-dire montrer la puissance d'un État par crainte d'une autre colonisation. Alors que Bourguiba, il a dit, sur ce plan-là, il faut privilégier la diplomatie. Et rappelez-vous, dès l'indépendance, il a envoyé Mousjefli à l'ONU. À l'ONU, oui. Et même à l'ONU, il a offert une mosaïque à l'entrée de l'ONU, la Tunisie qui est méconnue, un pays minuscule, en fait, qu'on ne connaît pas. Et donc, il voulait donner quand même une image, une certaine grandeur de ce petit pays, en privilégiant d'abord l'enseignement. Et il a mis presque 37% du budget à l'enseignement, la santé, parce que quand même vous accédez à l'enseignement, vous êtes en mauvaise santé, on n'a rien fait. Donc c'était une véritable bataille contre les maladies, les épidémies. Et vous savez, quand dans un pays la récolte elle est bonne une fois tous les 5 ans, c'est pas évident. Donc il faut vraiment et l'agriculture, c'est surtout l'agriculture, vous vous rappelez, il a investi énormément, en fait, d'ailleurs, on récolte un petit peu l'effort de l'État, l'huile d'olive et les oliviers, ils sont pas venus comme l'État d'extraire l'eau, c'était quand même un effort. Et donc voilà, avec sa petite taille, en fait, ses ressources très limitées, avec les petites ressources, il a dit, bon, il faut investir dans le capital humain, l'homme. Et c'est ce qu'il a fait, et c'est peut-être le plus grand héritage, et l'élite tunisienne, vous vous rappelez, elle s'exportait au monde entier, et jusqu'à aujourd'hui... Et elle s'exporte toujours. Toujours la médecine. Après l'Afrique du Nord, on est le pays quand même leader en Afrique. Nos médecins, ils sont accueillis à bras ouverts. Bon, c'est vrai qu'on le regrette, mais aussi quand même c'est un moyen pour eux, en fait, puisqu'on a quand même un excédent, donc qu'ils vont Cuba et d'autres pays exportent leurs médecins. Donc vous voyez, faut comparer aussi. Oui, tout à fait. Et donc, on est fiers aujourd'hui que la Tunisie exporte toujours, quoique l'enseignement a régressé. Là, vraiment, il faut une vision stratégique aujourd'hui. Et moi, je suis dans le domaine et je vois cette régression, malheureusement. Donc, je pense qu'il faut avoir des ministres visionnaires sur chaque ministère, et c'est pas des ministres qui gèrent les affaires courantes, pour donner une propulsion et une nouvelle vision, en fait, de notre enseignement, qui est le pays de tout. Vous voyez, quand vous parlez de Corée, de Norvège... là-bas, ça a été toujours l'éducation et l'enseignement. Oui. Singapour, Hong Kong,
ce sont des pays qui ont investi d'abord dans l'enseignement et après ils ont eu toute l'élite qui a construit le pays dans tous les domaines, hein, dans le domaine de l'ingénierie, de la médecine, pas que, et dans le domaine de l'enseignement. Donc vous avez construit en fait une nouvelle génération et je pense que ça passe d'abord par l'enseignement. Ne prenons pas une fausse route. L'enseignement est le pilier et la base de tout. Donc c'est ça peut-être le legs que je dirais de Habib Bourguiba en sa mémoire aujourd'hui, que c'est un homme quand même qui n'a rien pris pour lui au moment de son décès. Je peux interroger en fait les détracteurs de Bourguiba. Qu'est-ce qu'il a eu comme héritage? J'ai un confrère, il m'a dit, personnel, à part les 10 oliviers à Manzal Harb, même les palais, c'était pas les palais de Bourguiba, c'était le palais de la présidence. Et aujourd'hui, on les utilise toujours, en fait, ce palais, soit de Carthage ou ceux qui ont été construits. Comment voulez-vous qu'il accueille, en fait, des hommes étrangers, donc c'était rien en son nom. Donc voilà, il est parti, mais il a quand même laissé un legs, un patrimoine qu'on devrait quand même renforcer. Oui. Et malheureusement, s'il n'y a pas de vision d'un visionnaire, de bâtisseur, de constructeur, des gens quand même qui regardent loin à 10, 15, 20, 30, 50 ans, malheureusement cet héritage peut s'effriter très facilement. Voilà la mémoire de Habib Bourguiba. Merci beaucoup Faisal Cherif. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste d'histoire contemporaine et que vous avez reconstitué un tant soit peu ce parcours extraordinaire de ce grand homme d'État qui s'appelle Habib Bourguiba. Merci beaucoup si Faisal et à très bientôt. Merci, à bientôt. Alors, avant de retrouver Habib Ben Salha pour parler d'autre chose, vous parlez de lecture, tout particulièrement Kani Nomade avec Hatem Bouriel.